Nous arrivons par l'aéroport Fontanarosa de la ville de Catane. Faire le récit de notre voyage, comme je le fais habituellement, n'est pas aisé cette fois-ci, compte tenu de la durée du séjour et du contexte particulier. Aussi, je m'en tiendrai donc à la chronologie de notre programme. Nous arrivons en fin d'après-midi. Un taxi nous dépose à notre hôtel, point de ralliement de notre groupe, où déjà quelques amis sont arrivés avant nous. Le lendemain matin, largué apparemment au milieu de nulle part, notre groupe restreint souhaite profiter de cette journée d'avance et libre. Nous prenons donc un taxi pour nous rendre au centre de Catane. Nous commençons par faire un tour de bus panoramique qui nous fera découvrir quelques curiosités du bord de mer et nous mènera jusqu'aux abords des îles des Cyclopes avant de nous ramener au centre historique dont les édifices baroques bordent de larges artères et places asymétriques. Le cœur de Catane en est la place du Duomo. Au centre, la fontaine de l'éléphant. Celui-ci, en pierre volcanique, sculpté en 1736, porte sur son dos un obélisque égyptien qui est devenu le symbole de la ville. Sur la même place, la cathédrale est dédiée à Sainte Agathe. Sa façade est l'un des chefs-d'œuvre de Vaccarini. À l'intérieur, dans le dallage, on a mis à jour quelques bases de colonnes de l'édifice normand du XIe siècle qui a été reconstruit après le tremblement de terre de 1693. Un des piliers abrite le tombeau du musicien Vincenzo Bellini. Au sud de la place, on peut voir la fontaine d'Amenano. De là, toujours à pied, nous passons devant le théâtre Bellini, qui jouit d'une acoustique exceptionnelle et de renommée mondiale. Nous ne verrons pas l'intérieur. Après une bonne marche, nous arrivons à l'église San Niccolò d'Arena, une des plus grandes de Sicile. Détruite par le séisme de 1693, elle a été reconstruite vers 1700 et englobée dans le monastère des Bénédictins. Le sanctuaire est vaste et dépouillé. Le chœur abrite un buffet d'orgue du XVIIIe siècle. Dans le pavement du transept, on peut voir une méridienne, cadran solaire, qui date de 1841. Le bas-côté gauche du transept abrite l'ossuaire des deux guerres mondiales.
à côté, l'ancien monastère des Bénédictins, reconstruit au XVIIIe siècle et restauré dans les années 1980, héberge la faculté de lettres de Catane. Dès le lendemain, avec notre groupe au complet, nous nous dirigeons vers Syracuse et, en priorité, vers la basilique des catacombes de Saint-Jean l'Évangéliste, où nous ne verrons que l'extérieur. Le portique précédant la façade est une reconstitution composée de matériaux du XVe siècle. Puis, nous nous dirigeons vers Ortigie, l'île historique de Syracuse. Nous passons à pied par la fontaine Arethusa, entourée de papyrus. Cette fontaine est alimentée par une source d'eau douce qui passe sous la mer. Elle a joué dans l'Antiquité un rôle déterminant dans l'établissement du peuplement de la ville. Nous continuons notre promenade jusqu'à la place du Duomo, qui est certainement la plus belle place de Sicile. Sur cette place se dresse la cathédrale, dédiée à Sainte Lucie, à l'emplacement d'un temple grec. Transformé en église chrétienne au VIe siècle, il en subsiste 12 colonnes doriques réemployées à l'intérieur. La façade n'a pas résisté au séisme de 1693. Un remaniement baroque lui a donné son aspect actuel. Le plafond de la nef centrale est décoré de caissons en bois peint qui datent de 1518. À droite, la première chapelle abrite les fonts baptismaux en un massif cratère de marbre soutenu par des petits lions en bronze du XIIIe siècle. La chapelle Sainte-Lucie présente un devant d'autel magnifique en argent du XVIIIe siècle et une niche qui sert, à certaines occasions, à exposer la statue en argent de la Sainte. Sur la même place, l'église Sainte-Lucie à la Badia présente une façade élancée où le baroque laisse place à un style plus rococo. Cette église abrite le fameux tableau du Caravage, l'enterrement de Sainte Lucie, qu'il a peint en 1608. De là, nous nous rendons place d'Archimède, avec en son centre la fontaine d'Artémis, puis vers le temple d'Apollon. Il a été élevé au VIe siècle avant Jésus-Christ. On y voit encore les vestiges des colonnes du péristyle et une partie de l'enceinte sacrée. Avant de reprendre la route de Catane, nous passons par le sanctuaire de la Vierge aux larmes avec sa gigantesque structure conique en béton armé de 80 mètres de base pour une hauteur de 74 mètres. Elle a été construite en 1953
après une lacrymation déclarée miraculeuse qui a donné naissance au culte de la Vierge des larmes et qui attire de nombreux pèlerins. Le lendemain, nous nous dirigeons vers l'Etna, point culminant de la Sicile, un des volcans actifs les plus connus d'Europe. La fréquence de ces éruptions modifie sa hauteur, actuellement de 3350 mètres. La lave, lors des diverses éruptions, atteint souvent des zones habitées. Ce volcan est inscrit depuis 2013 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous montons jusqu'au refuge Sapienza, à partir duquel nous pourrons parcourir les bords de cratères éteints, offrant un paysage particulier. Étant constamment en activité, le visage de ce site est en permanente évolution. C'est un mélange de végétation luxuriante et de rochers de lave noire. De l'Etna, nous rejoindrons Palerme dans la soirée. Le lendemain matin, nous découvrirons à 15 km de Palerme le sanctuaire de Sainte Rosalie, aménagé en 1625 dans une grotte où la sainte aurait vécu. Les murs de la grotte sont tapissés de gouttières qui recueillent l'eau suintante des parois et qui est considérée comme miraculeuse. De là, nous rejoindrons la cité artisanale de Monréal et nous visiterons la cathédrale arabo-normande. Construite vers 1172 par Guillaume II, petit-fils de Roger II, elle se devait d'être grandiose pour soustraire la Sicile à l'influence de l'islam après 200 ans de domination arabe. Sous le portique, la porte du paradis, en bronze, est composée de 46 panneaux qui illustrent des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. À l'intérieur, c'est un éblouissement. Dans le transept, on y trouve les tombeaux de Guillaume Ier et Guillaume II. Les mosaïques couvrent d'or et de couleurs la presque totalité des murs. La perfection des proportions se met au service de la décoration. Ces mosaïques composent un extraordinaire livre d'images. Dans le chœur, le Christ Pantocrator règne imposant. Le cloître est une merveille de délicatesse. Il compte 94 colonnettes géminées ornées de dessins géométriques en mosaïque qui supportent de très beaux chapiteaux historiés dans la plus pure tradition romane. Nous quittons Monréal pour Palerme et sa cathédrale. Au VIe siècle, les Byzantins avaient érigé une basilique. 300 ans plus tard, les Arabes y ont construit la plus grande mosquée de Sicile. Et 300 ans après,
C'est au tour des Normands d'y édifier une cathédrale en récupérant plusieurs éléments de la mosquée. Sur un des piliers, on peut encore lire un verset du Coran. Le portique sud est de style gothico-catalan. Nous passons à présent par l'église du monastère de Sainte Catherine d'Alexandrie qui conserve une riche décoration intérieure. En passant sur la place Bologne, nous jetons un coup d'œil sur une statue de Charles Quint. La place des Quattro Canti, autrement dit des quatre coins, désigne une place carrée où les façades des quatre palais composent le cœur de Palerme. Ensuite, la fontaine Pretoria occupe tout l'espace de cette place. Elle est composée de divinités placées en cercle qui offrent un bel équilibre entre les balustrades, les gradins et les jeux d'eau. Tout à côté, San Cataldo, avec ses coupoles roses et toute sobriété, à côté de la Martorana qui foisonne d'or et de couleurs avec son campanile. Nous ne verrons pas ces deux édifices fermés, qui présentent pourtant de merveilleuses fresques et mosaïques. Frustrés, nous nous dirigeons vers l'église Sainte-Anne de la Miséricorde, qui s'élève majestueusement sur la place, où nous ne ferons que passer, car elle est fermée. Tout comme Saint-François d'Assise. Heureusement, nous avons rendez-vous à San Domenico, avec son imposante façade. Cette église est devenue le panthéon de Palerme, où reposent quelques personnalités, dont le juge Falcone, assassiné par la mafia en 1992. Nous sommes reçus par quelques sympathiques dominicains qui nous feront visiter le cloître du XIVe siècle avec ses colonnettes géminées. Le lendemain, avant de revenir à Catane, pour la fin du séjour, nous passons par Cefalù, ancienne ville de pêcheurs, qui possède la plus belle cathédrale de Sicile, pur joyau roman avec de remarquables mosaïques. Nous sommes frustrés de savoir que nous ne visiterons pas ce haut lieu dont le passage était prévu dans notre programme, mais pas l'arrêt et encore moins la visite. Après ce passage express à Cefalù, nous nous rendons au sanctuaire de Tindari, de construction récente et qui abrite une Vierge noire. C'est un lieu de pèlerinage. Puis, nous reprenons la route par Messine, mais sans nous y arrêter, afin de rejoindre Catane, où nous aurons là beaucoup de temps pour déambuler en repassant par le Duomo et les rues de la ville. Et c'est ainsi que se termine le voyage organisé de notre groupe. Le lendemain, alors que très tôt, certains ont déjà pris leur avion de retour, nous nous retrouvons quelques-uns à profiter, pour certains, de nos 2 dernières journées en attendant nos vols. Nous retournons donc au centre de la ville, où nous profiterons de prendre le temps pour découvrir le marché aux poissons, un lieu qui ne manque pas d'animation.
Puis, nous reverrons avec plaisir San Niccolò l'Arena, le monastère des Bénédictins, avec en particulier la coulée de lave de 1669. Toujours à pied, nous découvrirons le théâtre romain. Nous passerons devant la maison natale de Bellini. Et enfin, pour clôturer le tout, le château Ursino. Construit entre 1239 et 1250 pour Frédéric II, il est l'un des rares vestiges médiévaux qui surplombaient la mer, mais qui, à cause d'une coulée de lave, se retrouvera au milieu des terres. Il est aussi un des rares bâtiments à avoir survécu au séisme de 1693. Dans une niche sur la façade, une sculpture d'aigle saisissant un agneau est le symbole du pouvoir impérial de Hohenstaufen. L'intérieur abrite une riche collection d'objets archéologiques de la Grèce, sculptures, vases et mosaïques du IVe siècle. La Pinacothèque, quant à elle, offre une collection de peintures du Moyen Âge et de la Renaissance. Il est temps maintenant de regagner l'aéroport. Que dire de ce voyage trop court? En effet, nous le savions dès le départ, il ne serait pas possible de voir l'essentiel de la Sicile en si peu de temps. Malgré tout, c'est quand même la frustration qui domine, car nous avons perdu beaucoup de temps en bus ou en déambulations inutiles, et ce, au détriment de plusieurs sites majeurs de cette magnifique île. Ces sites qui étaient largement à notre portée ou sur notre passage. Il est certain qu'avec un brin d'optimisation de notre programme et un guide un peu plus à l'écoute de notre groupe, les choses auraient bien changé. Espérons que lors d'un prochain voyage, ce que nous avons qualifié a posteriori de dysfonctionnement auront été pris en compte par notre agence organisatrice et que celle-ci saura se donner les moyens de les corriger. Merci à tous et à bientôt.